Bombardement de la terreur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été soumise à une attaque sans pitié depuis les airs. Les Américains et les Britanniques appelaient cela un bombardement de zone, ou un bombardement sans restriction. Les femmes et enfants allemands qui ont vécu ce cauchemar avaient pourtant un terme plus simple, plus exact pour cela, un bombardement de la terreur. Cet acte de terreur n'était pas une erreur. C'était le plan secret du Premier ministre britannique Winston Churchill et du maréchal en chef de l'air Arthur Harris pour déchaîner la force de destruction maximale de la Royal Air Force contre les civils allemands, pour provoquer le plus de destruction possible, détruire le plus d'habitations possible, et pour tuer le plus d'hommes, de femmes et d'enfants possible. Winston Churchill. Les villes allemandes vont être soumises à une torture que dans sa longueur, sa lourdeur et sa grandeur, aucun pays n'a jamais subi. Et pour atteindre ce but final, il n'y a aucune ampleur de la violence que nous n'allons pas appliquer. La violence de Churchill s'est complètement dévoilée dans la nuit du 24 juillet 1943. Pour les habitants de Hambourg, une ville de plus d'1 million d'âmes, il semblait tout d'abord que l'attaque aérienne était un bombardement ordinaire. Mais bientôt, des centaines d'avions ennemis commencèrent à faire pleuvoir tonne après tonne des explosifs en plein cœur de Hambourg. Des écoles, des églises, des hôpitaux, des habitations, des œuvres d'art et des bâtiments historiques, tout fut réduit en miettes. La violence des attaques augmentait d'ampleur avec chaque nouvelle vague de bombardiers, laissant apparaître minute après minute, crescendo, des feux dévastateurs. Ensuite, les avions disparurent soudain. Le ciel était clair à nouveau et tout au-dessus redevenait silencieux. Lorsque les survivants, frappés de stupeur, quittèrent leur cave plus tard cette nuit-là, ils virent que leur ville autrefois si belle n'était plus qu'une ruine fumante, rougeoyante. Le jour suivant, lorsque des pompiers de toute l'Allemagne du Nord combattaient l'incendie qui faisait rage, les bombardiers des Alliés réapparurent au-dessus de Hambourg. Comme planifié, les Américains ne surprirent pas seulement les forces de secours, mais aussi des colonnes entières de réfugiés. Des milliers d'entre eux perdirent la vie. Au cours de la nuit suivante, des bombardiers de la RAF revinrent. En plus de la cargaison normale d'explosifs, les Britanniques lancèrent des tonnes de bombes au phosphore pour attiser encore plus les incendies. La conflagration étendue ainsi créée provoqua une tempête de feu. Des vents de la force d'un ouragan, provoqués par la chaleur énorme, déracinaient des arbres, arrachaient des toits de bâtiments et aspiraient des victimes hurlantes dans l'enfer mugissant. Ceux qui avaient réussi à échapper au vent de 240 km/h dans les rues restèrent bloqués dans l'asphalte fondu et furent rapidement pris par les flammes. Ceux qui s'étaient précipités dans les canaux de la ville moururent du rayonnement thermique, et lorsqu'ils dérivaient à la surface de l'eau, eux aussi prirent feu. Au centre de la tempête de feu, les températures atteignaient plus de 800 degrés. Lorsque l'énorme masse de flammes se concentra, elle monta dans une colonne de feu d'une hauteur de plus de 5 km. Les attaques sur Hambourg continuèrent sans relâche encore pendant une semaine. Bientôt, il ne resta plus rien à détruire. Les attaques désignées assez opportunément par les Alliés, Opération Gomorrhe, n'étaient rien d'autre que des tentatives préméditées, froidement calculées pour éradiquer de la surface de la Terre par le feu Hambourg et sa population. Le plan avait réussi. Avec 34 km² de destruction totale, 750 000 sans-abri, 60 000 à 100 000 morts estimés, des femmes et des enfants pour la plupart, Hambourg avait pratiquement cessé d'exister. Alors, il était clair que la guerre des Alliés contre l'Allemagne était devenue une guerre de la terreur et du massacre. Ce même modèle fut appliqué encore et encore à travers toute l'Allemagne. Hambourg, Berlin, Nuremberg, Darmstadt, Cologne,
Stuttgart, Würzburg, Munich. Toutes les villes allemandes durent endurer la même chose. Après avoir réduit une ville en ruine, les bombardiers alliés revenaient vite, dans l'espoir d'attraper des survivants et des forces de secours dans les espaces découverts, et pour enflammer tout ce qui restait encore avec des bombes incendiaires. Quand les bombardiers grondants jetaient leurs charges mortelles, une pluie de feu se déversait sur la ville ciblée. Des milliers de petits feux s'unissaient pour former une unique mer de feu immense qui produisait un puissant tourbillon de vent et de flammes. Kate Hofmeyer raconte. Je luttais au milieu de la rue contre le vent. Nous ne pouvions pas la traverser parce que l'asphalte avait fondu. Il y avait là des gens sur la route, certains déjà morts, certains se trouvaient là encore vivants. Mais ils étaient enlisés dans l'asphalte. Ils se trouvaient sur leurs mains et genoux et ils hurlaient. Certains ont survécu à l'enfer comme par miracle, ayant pu se mettre en sécurité dans des canaux, des rivières et dans des parcs. Des milliers d'autres n'ont cependant pas pu faire cela. Quand les attaques aériennes cessaient finalement et les tempêtes de feu commençaient à diminuer, les forces de secours se dépêchaient de libérer ceux qui étaient encore emprisonnés sous terre. Quand les secouristes arrivaient finalement à atteindre les abris ensevelis, ils y trouvaient souvent des scénarios d'horreur inimaginables. Dans des caves qui avaient été touchées par des explosions directes, les murs étaient couverts de sang du haut en bas, mélangés avec des os, des cerveaux et des parties de corps déchiquetées partout. En entrant dans certains abris, les sauveteurs trouvaient de la graisse huileuse sur le sol qui le recouvrait jusqu'à une hauteur de 30 cm. Les victimes avaient fondu pour devenir un liquide sombre. Quand les premières nouvelles du massacre de la Royal Air Force contre des femmes et des enfants d'Allemagne sont arrivées, par des fuites au monde extérieur, des voix critiques ont pris la parole contre ces crimes de guerre. L'auteur, Vera Brütain, dit à ce propos. Le bombardement de masse et sans scrupule des villes surpeuplées est une plus grande menace pour l'intégrité de l'esprit humain que tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant sur cette planète. Il n'y a aucune utilité militaire ou politique qui puisse justifier ce blasphème. Bien que la critique des bombardements par les membres de la Royal Air Force soit considérée comme de la haute trahison, l'enfer qui était déchaîné contre l'Allemagne accablait la conscience de certains. Là, en bas, il y avait des personnes qui étaient rôties à mort dans les rues de l'asphalte fondu. Ils étaient brûlés et nous lancions des bombes incendiaires dans cet holocauste. Ces gens dans ce feu que j'aidais à attiser me faisaient terriblement pitié. En tant que symbole du Troisième Reich, et comme exemple évident de la volonté de l'Allemagne de continuer à se battre, c'est sur Berlin plus que sur aucune autre ville allemande que des bombes ont été larguées. Mais il y a un autre lieu qui est associé avant tous les autres à la campagne de la terreur menée contre l'Allemagne. C'est la ville de Dresde. Du fait que Dresde n'avait subi que 2 petites attaques aériennes dans les 5 ans de la guerre, beaucoup de gens pensaient que la ville avait été sauvée grâce à ses trésors irremplaçables, ses palais aux ornements artistiques, ses musées et galeries connus dans le monde entier, et ses cathédrales imposantes, vieilles de plusieurs siècles. D'autres supposaient que la raison pour laquelle l'ennemi ne voyait pas la ville comme une cible qui en valait la peine était que Dresde n'avait quasiment aucune industrie lourde et que le peu qu'elle avait n'avait pas d'impact sur la guerre. D'autres voyaient les 26 000 prisonniers alliés internés dans la ville comme réponse plus logique. D'autres encore croyaient que ce qui protégeait probablement Dresde des bombardements, c'étaient les 500 000 réfugiés estimés, entassés dans la ville, parmi lesquels beaucoup avaient fui devant les atrocités commises par l'Union soviétique à l'Est. Malgré la situation catastrophique, alors que la guerre touchait à sa fin, les habitants de Dresde étaient déterminés à fêter, pendant la nuit du 13 février, l'événement annuel appelé Mardi Gras en France, et fêté comme Carnaval en Allemagne. Les femmes et les enfants, avec le peu d'hommes qui restaient, beaucoup d'entre eux portaient des costumes de carnaval, défilaient dans les rues de Dresde pour fêter l'événement une dernière fois, avant l'approche des fêtes de l'Allemagne. Peu avant 22 heures, les sirènes commencèrent à hurler. Il n'y eut pas de panique. La plupart des habitants ignorèrent tout simplement les sirènes. Même s'il y avait eu des abris antimissiles,
Peu de gens seulement s'y seraient réfugiés, car on pensait que dans cette nuit froide mais cependant joyeuse, et comme pour les 171 fausses alertes précédentes, cette alerte ne mènerait à rien non plus. Mais au lieu de la sirène de fin d'alerte, les habitants de Dresde entendirent peu à peu un autre bruit, quelque chose qui ressemblait à un tremblement de terre qui approchait. Pendant que vague par vague, des bombardiers de la RAF apparurent au-dessus de leur tête, des milliers de bombes tombèrent. En plus du chargement normal d'explosifs, des centaines de bombes blockbuster qui pesaient 2 et 4 tonnes s'écrasèrent sur Dresde, détruisant des quartiers entiers. Des cathédrales historiques, des palais et des musées furent réduits en ruines en l'espace de quelques secondes. Dans la gare, des centaines de personnes qui avaient refusé de quitter leur siège de train fort prisé furent déchiquetées. Dans l'énorme cirque intérieur, des spectateurs, des artistes et des animaux furent massacrés par les explosions et par des éclats d'obus qui volaient. Des hôpitaux bien identifiables furent pris pour cible. Dans les rues et sur les trottoirs, sur les ponts de l'Elbe, des spectateurs en costume de carnaval, qui ne pouvaient fuir nulle part, furent tués par milliers. Sans relâche, le massacre continua. Puis, les grondements venant d'en haut se turent. Les explosions cessèrent, et le calme régna de nouveau. Quelques minutes plus tard, le calme bienvenu fut rompu par le son encore plus bienvenu de la fin de l'alerte. Ce qui semblait auparavant avoir été un fléau de feu de plusieurs nuits s'était déroulé en moins d'une demi-heure. Mais certains des plus beaux trésors architecturaux du monde ont disparu dans ces 30 minutes. Des pompiers des villes alentours arrivèrent et des secouristes de la Croix-Rouge se déployèrent pour aider les victimes. Des familles hurlaient après des membres disparus. Pour beaucoup, il semblait que la fin du monde était venue. Mais personne n'était, même que vaguement, préparé émotionnellement à ce qui allait suivre. À 1h30 du matin, la terre commença à trembler une seconde fois. Pendant que plus de 1000 bombardiers grondaient au-dessus de Dresde, une pluie de morts s'abattit sur la ville. En plus des explosifs, la deuxième vague apporta avec elle des tonnes de bombes incendiaires. En l'espace de quelques minutes, des milliers de bombes incendiaires mirent le feu aux décombres et une fournaise de flammes s'éleva. Peu habitués aux bombardements et aux tempêtes de feu, beaucoup d'habitants de Dresde ne réagirent que lentement. Beaucoup cherchèrent à se cacher dans les caves, sans réaliser que la chaleur terrible allait transformer leur abri en four. D'autres couraient dans les rues pour trouver un abri, mais ils restaient collés dans l'asphalte fondu, ou bien ils étaient aspirés par la fournaise rugissante. Des toits de cuivre fondaient et envoyaient des coulées de métal fondu sur les gens qui étaient en dessous. L'enfer de feu fit pendant toute la nuit, dans ce qui avait été autrefois Dresde, des victimes par milliers, par dizaines de milliers, même par centaines de milliers. Le jour suivant, quand les feux furent refroidis, les services de secours se mirent au travail. Un secouriste raconte: Jamais je n'aurais pensé que la mort pourrait venir à tant de personnes, de tant de manières différentes. Certaines victimes ressemblaient à des personnes tout à fait normales qui semblaient dormir paisiblement. Les visages d'autres étaient remplis de douleur, leurs cadavres presque nus, dénudés par la tornade. Il y avait là des réfugiés misérables qui venaient de l'Est, juste vêtus de haillons, et des gens bien habillés qui venaient de l'opéra. Ici, la victime était juste une chose sans forme, et là-bas, plus qu'un petit tas de cendres. Dans toute la ville, il y avait l'odeur incomparable de la chair en décomposition. En effet, parmi toutes ces odeurs dégoûtantes qui flottaient dans Dresde, des odeurs de soufre, de gaz, d'égout, la puanteur atroce de la chair brûlée couvrait tout. Ce qui avait d'abord paru être des milliers de morceaux de bois consumés dispersés dans les rues, se révélèrent bientôt être des cadavres carbonisés, collés au sol, chacun réduit à une taille d'environ 90 cm. Un secouriste rapporte à ce sujet une forme que je n'oublierai jamais.
C'était le reste de ce qui semblait avoir été un jour une mère et un enfant. Ils étaient carbonisés et avaient rétréci pour devenir un seul bloc et étaient collés contre l'asphalte. On était justement en train de les dégager. L'enfant devait se trouver sous la mer, car on pouvait encore voir clairement son contour, enlacé par les bras de sa mère. Consciente que les habitants de la vieille ville fuiraient les flammes pour aller dans les espaces découverts, la RAF lança des centaines de bombes hautement explosives dans le grand parc central. Ici, le carnage fut atroce. Des membres arrachés, des torses mutilés, des têtes arrachées de leur corps et propulsées au loin. Le cauchemar était omniprésent. Un secouriste de la Croix-Rouge rapporte. Je suis tombé sur mes genoux, tremblant et pleurant. Plusieurs femmes étaient là par terre, le ventre éclaté, et on pouvait voir les bébés qui en pendaient à moitié. Beaucoup des bébés étaient atrocement mutilés. Des images comme celle-là, j'en ai vu partout. Lentement, nous sommes devenus insensibles. On agissait comme des zombies. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit que les survivants devraient se rassembler dans le parc de la ville. Les foules traumatisées grimpèrent par-dessus les décombres et les morts. Elles atteignirent le parc et aussi la rive de l'Elbe couverte d'herbe. Certains retrouvèrent des parents disparus, mais la plupart d'entre eux ne les retrouvèrent pas. Puis, déchirant le silence, le bruit revint encore une fois. Le rugissement des moteurs au-dessus de leur tête. Pendant que des bombardiers américains pulvérisaient les ruines, des pilotes de chasse américains prirent dans leurs viseurs des milliers de réfugiés dans le parc, le long du fleuve et dans d'autres terrains découverts. Même les animaux d'un zoo, qui avaient miraculeusement réussi à survivre au bombardement, étaient pris comme cible et massacrés. Un gardien de zoo pleurait en observant comment un pilote américain poursuivait la dernière girafe qui lui restait et la tua. Même si l'attaque ne dura que 10 minutes, les Américains revinrent le jour suivant, puis le jour suivant, puis le jour suivant, apparemment décidés à ce qu'il ne reste aucun être vivant à Dresde. Une des atrocités pour ceux qui avaient survécu était de dégager les morts. Au début, les morts étaient chargés sur des camions et des wagons et emmenés dans des tombes peu profondes à la périphérie de la ville de Dresde. Mais on a bientôt vu qu'un si lent procédé n'était pas adapté pour venir à bout de l'énorme quantité de cadavres. C'est pourquoi d'énormes bûchers furent édifiés avec des poutres de diverses parties de la ville et les cadavres y furent empilés comme des bûches. Lorsque les piles atteignaient environ 3 mètres de haut et 9 mètres de large, on les embrasait avec des lance-flammes. Un mois après le massacre, le chef de la police de Dresde rapportait que plus de 200 000 cadavres avaient été dégagés des ruines. Plus tard, la Croix-Rouge internationale estima que 275 000 personnes étaient mortes lors des attaques aériennes, du fait de la densité inimaginable de la population de Dresde dans la nuit du 13 au 14 février, car des milliers étaient des réfugiés enregistrés nulle part, et du fait que beaucoup de cadavres restèrent pour toujours ensevelis ou avaient simplement fondu comme de la cire. D'autres estimations, qui parlent plutôt de 300 000 à 400 000 morts, sont sans doute plus proches de la réalité. Il y a eu plus de morts lors du bombardement de Dresde que lors des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki réunis. Un membre de l'équipage de la RAF rapporte « Simplement les survoler sans opposition ressemblait déjà à un meurtre. Je sentais que c'était une guerre lâche. » Parallèlement au bombardement de la terreur sur les villes allemandes, on a utilisé la tactique des cibles occasionnelles sur les campagnes. D'après cette ordonnance, les avions américains avaient le droit d'abattre tout ce qui se déplaçait dans le Reich. Les bateaux, les camions, les voitures, les ambulances, les femmes qui allaient faire des achats à vélo, les fermiers dans les champs, les vaches dans les prés, même les enfants dans les cours d'école. Tous étaient les cibles des avions de chasse alliés. Dans leur tentative flagrante d'élargir la guerre, les bombardiers américains attaquèrent même Zurich et Bâle et d'autres cibles dans la Suisse neutre. En plus de cela, Winston Churchill conçut des plans pour attaquer des villes allemandes avec du gaz toxique.
afin de tuer les femmes et les enfants qui vivaient encore dans les décombres. Quand des conseillers firent remarquer qu'Adolf Hitler pourrait répondre à cette attaque de manière semblable avec ses propres armes chimiques, le plan meurtrier fut suspendu. Cependant, l'enfer qui pleuvait du ciel reflétait l'enfer qui se déroulait alors dans la boue. Les Allemands comprirent bientôt que les Alliés ne voulaient pas seulement la destruction physique de l'Allemagne, mais qu'ils cherchaient aussi le massacre spirituel de la nation. Les camps de la mort. Avec la capitulation finale en mai 1945, le commandant suprême des forces alliées eut le contrôle sur 5 millions de soldats ennemis, fatigués et en guenilles, mais vivants. Comme Eisenhower ne pouvait alors plus tuer d'Allemands à la guerre, le bureau général américain décida de tuer des Allemands désarmés en temps de paix. Du fait que la Convention de Genève garantissait aux prisonniers de guerre le même approvisionnement en nourriture, en logement et en soins médicaux qu'à leurs ravisseurs, Eisenhower contourna le traité en créant sa propre catégorie de prisonniers. Avec cette nouvelle classification, les prisonniers allemands n'étaient plus considérés comme prisonniers de guerre, mais comme des forces ennemies désarmées. Au moyen de ce tour de passe-passe et en violation directe de la Convention de Genève, Eisenhower put s'occuper en silence des soldats allemands se trouvant en son pouvoir, à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur. Déjà, avant la fin de la guerre, des milliers de prisonniers de guerre allemands sont morts en détention dans les camps américains, de faim, de négligence et dans de nombreux cas, tout simplement assassinés. Avec la capitulation allemande et la disparition totale d'une menace pour les prisonniers de guerre alliés de subir des représailles, le taux de mortalité des prisonniers dans les camps américains augmenta de manière dramatique. Pendant que des dizaines de milliers mouraient de faim et de soif, des centaines de milliers mouraient à cause du surpeuplement et des maladies. Je ne comprends pas comment nous avons pu nous tenir debout tant de jours, sans nous asseoir, sans nous coucher, seulement nous tenir debout complètement mouillés. Pendant la journée, nous marchions çà et là, en nous blottissant les uns contre les autres pour nous réchauffer un peu. Les toilettes étaient de simples troncs d'arbres qui étaient jetés au-dessus de fossés à côté de la clôture en barbelé. Pour dormir, nous ne pouvions que creuser un trou dans la terre avec nos mains et puis nous serrer les uns contre les autres dans ce trou. Certains hommes malades devaient faire leurs besoins à même le sol. Bientôt, beaucoup d'entre nous furent trop faibles pour baisser leurs pantalons. De cette manière, nos vêtements s'infectèrent et nous dûmes marcher, nous asseoir et nous coucher dans la saleté. Au début, il n'y avait pas du tout d'eau, à l'exception de la pluie. Plus de la moitié de la journée, nous n'avions aucune nourriture. À la fin de la journée, nous recevions une petite ration de nourriture. J'ai pu voir sur l'emballage que ce qu'ils nous donnaient était 1/10 de la ration qu'ils donnaient à leurs propres hommes. Je me suis plaint auprès du commandant américain du camp du fait qu'il violait la Convention de Genève. Mais il a simplement répondu « Oublie la Convention, vous n'avez aucun droit ». En l'espace de quelques jours, certains des hommes qui étaient arrivés en bonne santé dans le camp moururent. J'ai vu nos hommes porter les cadavres au portail du camp, où ils étaient jetés les uns sur les autres sur des camions et emmenés. Et comme si leur détresse n'était pas assez affreuse, les prisonniers devenaient parfois des cibles pour des gardes ivres, qui les couvraient des rafales de leurs mitrailleuses. Dans un des camps, des gardes se moquaient des prisonniers et les frappaient avec des matraques et des bâtons, pendant que ceux-ci se tenaient dans la file pour avoir leur misérable ration. Dans un autre camp, qui comptait 5200 hommes, on enlevait 10 à 30 cadavres par jour. Les prisonniers qui ne mouraient pas de faim ou de maladie mouraient souvent de soif. Beaucoup d'hommes étaient forcés de boire leur propre urine, même si un ruisseau coulait à quelques mètres seulement de la clôture de barbelés. Il n'y avait pas de manque de nourriture ni de logement parmi les Alliés. En fait,
les entrepôts américains débordaient. Mais au lieu de permettre qu'une fraction seulement de toute cette abondance atteigne les camps, les rations de nourriture furent encore réduites. À une distance visible depuis certains camps, les Américains brûlaient sadiquement la nourriture qu'ils ne pouvaient pas manger eux-mêmes. En les menaçant avec des armes, on empêchait des civils des villes et villages voisins qui souffraient eux-mêmes de la faim de donner leur propre nourriture misérable aux prisonniers à travers le grillage. Horrifiée par ce massacre silencieux et caché, la Croix-Rouge internationale, qui avait stocké plus de 100 000 tonnes de produits alimentaires en Suisse, essaya d'intervenir. Quand 2 trains pleins de provisions atteignirent les camps, les trains furent pourtant renvoyés par les officiers américains. Beaucoup de gens trouvaient qu'il n'y avait pas de justification pour le massacre de prisonniers sans défense, en particulier parce que le gouvernement allemand s'était aligné à la Convention de Genève, à la lettre, comme l'a exprimé un Américain. La Croix-Rouge a rapporté que 99% des prisonniers de guerre américains en Allemagne avaient survécu et étaient sur le chemin du retour. Toutefois, le programme meurtrier d'Eisenhower fut poursuivi sans interruption. Certains généraux justes, comme par exemple le général Patton, s'opposèrent à ces mesures meurtrières, mais Eisenhower les rejeta sans ménagement, tout en continuant à interdire à la Croix-Rouge et à d'autres organisations d'aide d'entrer dans les camps. Eisenhower soulignait, auprès de ses commandants des camps, la nécessité de garder le secret. Pour éviter que les détails atroces parviennent à l'extérieur et pour détourner l'attention de ce qui avait quand même été publié, des rumeurs étaient répandues. Celles-ci prétendaient que, loin de la maltraitance et du meurtre des prisonniers, des commandants de camp rejetaient même des prisonniers libérés, qui, à cause de la nourriture et du logement, revenaient et essayaient de se glisser dans les camps. Contrairement à leurs homologues capitalistes, les communistes soviétiques ne se donnèrent guère de mal pour cacher leurs crimes. Des centaines de milliers de prisonniers allemands travaillaient dans les forêts et les mines en Sibérie. Les prisonniers n'étaient rien d'autre que des esclaves. Et on n'essaya pas de cacher ce fait. Pour les hommes et femmes allemands asservis, les chances de survivre au goulag soviétique étaient encore plus minces que celles d'échapper au camp de la mort des Américains. Un voyage en Sibérie équivalait à une peine de mort. Le peu de nourriture que les esclaves recevaient devait seulement suffire à préserver leur force de travail, jusqu'à ce que le travail les achève. On pourrait dire à peu près la même chose des 600 000 esclaves allemands détenus par les Français. En fin de compte, pas moins de 800 000 prisonniers allemands sont morts dans des camps de la mort américains et français. Mais de récentes estimations parlent plutôt de 1,5 million de morts. De cette manière, Eisenhower a assassiné au moins 10 fois plus de soldats allemands dans la prétendue paix que sur l'ensemble du front de l'Ouest durant toute la guerre. L'armée allemande, autrefois puissante, étant maintenant désarmée et asservie, et ses dirigeants, soit morts, soit emprisonnés, en attente d'un procès à cause de crimes de guerre, les vieillards, les femmes et les enfants qui restaient dans le pays morcelé étaient complètement à la merci des vainqueurs. Malheureusement, la miséricorde n'avait jamais été mesurée aussi maigrement dans l'histoire mondiale que dans ces temps-là. Conclusion. La Seconde Guerre mondiale est la pire guerre au monde. La Seconde Guerre mondiale est la pire guerre au monde à cause du mal qui a été déchaîné contre des millions de personnes sans défense, hommes, femmes et enfants. Aussi bien pendant qu'après la guerre des Alliés contre l'Allemagne, les atrocités furent tellement affreuses et tellement inhumaines que les mots pour les décrire n'ont pas encore été inventés. Si l'on peut estimer l'incroyable perte de vie pendant et après la Seconde Guerre mondiale, il est quasiment impossible de rendre compte de la souffrance physique et psychologique infligée à la nation allemande à travers les viols, les tortures et les humiliations. Contrairement à leurs victimes, les vainqueurs n'ont pas atterri dans des camps de travail. Ils n'ont pas dû subir l'esclavage, la torture, la mort par la faim, les viols, les procès et les campagnes de diffamation qui durent jusqu'à aujourd'hui.
Tout au contraire. Pour les vainqueurs, les généraux américains devinrent des présidents américains. Les premiers ministres britanniques devinrent chevaliers britanniques. Les soldats alliés devinrent la génération la plus grandiose. Et le camp des vainqueurs revendiqua le contrôle total et absolu sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il n'est pas surprenant qu'entre les mains expertes du vainqueur, le crime diabolique que fut la Seconde Guerre mondiale fut rapidement transformé en croisade en Europe, en guerre pour mettre fin au mal, et simplement la bonne guerre. Année après année, décennie après décennie, des montagnes de films, de séries télé, d'articles, de journaux et de livres sont publiés qui n'ont tous pour but que d'amasser les crimes et la faute sur la tête des victimes. En même temps, les vainqueurs se sont eux-mêmes élevés en modèles de vertu, en dissimulant des crimes tout à fait réels qu'ils ont commis tant pendant qu'après la guerre. Celui qui dit que les agissements des Alliés étaient justifiés n'a, je l'espère, jamais vu un enfant hurlant courir comme une torche vivante dans une rue en flammes. Il n'a jamais regardé un homme buvant sa propre urine pour rester en vie alors qu'une rivière coule juste derrière la clôture de sa prison. Il n'a jamais entendu le cri animal des torturés, dont les organes génitaux sont mutilés, ou les gémissements d'une femme ensanglantée qui supplie qu'on la tue pendant que la file de ceux qui attendent leur tour s'allonge. J'espère que ces gens n'ont jamais vu de telles choses, car alors seulement on pourrait comprendre pourquoi ils peuvent répéter comme des perroquets. Encore et encore, la phrase classique « Ils ont eu exactement ce qu'ils méritaient » et ne pas perdre leur sommeil un seul instant. Néanmoins, s'il y a une vérité essentielle qui est née de la Seconde Guerre mondiale, c'est sans aucun doute qu'une bonne guerre n'existe pas. Ceux qui prétendent autre chose sont soit ceux qui profitent politiquement ou financièrement de la guerre, soit ceux qui n'ont jamais dû subir eux-mêmes une guerre de près dans toutes ces horreurs. Merci de votre attention. Merci de partager ce film.
Plus jamais.